Bonjour. Bonjour. Bien, du coup, on va pouvoir commencer. Donc, merci à tous d'être là pour ce deuxième échange candidat de la saison 2. Donc, aujourd'hui, on va voir un petit peu qui sont les participants et les podiums de cette saison. On va revenir sur la deuxième journée test EcoWatt. On va avoir le retour d'expérience de 2 participants. Jean-Benoît va nous présenter GoFlex. On viendra ensuite au classement que vous attendez tous et on fera un rapide point sur les prochaines étapes. Donc, les participants et les podiums de cette saison. Donc, les inscriptions sont maintenant clôturées. Donc, pour cette saison, on a 32 structures inscrites avec 101 bâtiments. Donc, principalement des entreprises tertiaires, mais on a aussi 4 collectivités territoriales et 6 foncières. Au niveau de la typologie des bâtiments, donc, on n'a pas nos 101 bâtiments parce que tous n'ont pas encore complété les informations. Je vous invite d'ailleurs à compléter ces informations parce que sinon, on ne pourra pas vous classer. Mais donc, pour les bâtiments ayant renseigné leur profil, on a 60% de bâtiments de bureaux et 40% de bâtiments de commerce, logistique, enseignement et loisirs. Dans les loisirs, on a mis les bâtiments culturels et les bâtiments sportifs. En termes de type de chauffage, on a 44 bâtiments 100% électriques, 39 bâtiments en chauffage haute énergie et 13 bâtiments en chauffage mixte. Là encore, on n'a pas tout à fait 101 bâtiments de renseignés, mais ça donne une bonne idée de la tendance. Sur les 32 structures inscrites, un tiers sont signataires de la charte EcoWatt de RTE et la moitié des bâtiments ont une GTB. Au niveau des podiums, donc pour le classement mensuel, on a 3 podiums de bureaux. Pour les bureaux de moins de 10 000 m², les bureaux moyens entre 10 000 et 30 000 m² et les bureaux plus grands de plus de 30 000 m². On a également un podium pour le commerce et les services, un podium logistique et un podium enseignement et loisirs. Ceci dit, on a quelques bâtiments avec des situations énergétiques un peu particulières ou des activités spécifiques pour lesquelles on est encore en train d'arbitrer sur la meilleure façon de les classer. Pour le classement EcoWatt, alors on a les podiums suivants. Pour les bureaux, il nous a semblé plus judicieux, au vu des actions menées sur ces journées tests, de faire plutôt un podium pour les bureaux 100% électriques et un podium pour les bureaux avec un chauffage mixte ou autre énergie. On retrouve, comme pour le classement mensuel, les podiums commerce et services, logistique, enseignement et loisirs. Et on a un podium S-1 pour les bâtiments qui n'ont pas d'historique. On a aussi un podium, Lucie, qu'on ne présente pas ici parce que ce n'est pas lié à la typologie de bâtiment, qui est le podium récidiviste pour les bâtiments qui ont déjà participé à la saison 1 et qui aimeraient avoir une autre manière de se challenger avec un maximum de puissance appelée plafonnée. On en avait parlé lors du précédent échange candidat. Donc, ouais, il y avait plusieurs slides pour présenter ce podium si vous voulez retourner voir. Donc, nous avons fait notre deuxième journée test EcoWatt rouge le 19 décembre. Donc, par rapport à la première journée test, lors de laquelle on avait 56 bâtiments qui avaient remonté de la donnée, cette fois, on a eu 80 bâtiments, donc toujours 24 récidivistes. Et sur le graphe...
Est-ce que la personne qui a son micro ouvert pourrait le couper, s'il vous plaît? Il arrive à l'aéroport. Oui. Alors, je pense que Lucie a une possibilité de désactiver le son pour tout le monde, sinon. Oui. Alors, si vous avez des questions, du coup, je vous inviterai à le faire via le chat. Parce que du coup, je vais couper le micro. Tac, tac. Si je trouve, voilà. Hop, et j'enregistre. Voilà, du coup. Donc, le graphe vous montre les températures du mois de décembre. La barre rouge représente la journée du 19. Du coup, mince, du coup, ça m'a fait deux. La journée du 19, donc les températures sont assez similaires à celles de la première journée EcoWatt. Et au niveau des résultats, on a du coup des résultats assez similaires également. Donc toujours la moitié des bâtiments performants qui sont en chauffage électrique et l'autre moitié en autre type de chauffage. On a la même moyenne d'économie d'énergie, à savoir 23%. Et enfin, au niveau du maximum atteint, alors là, on a une baisse de 10 points. On est à 64%. Néanmoins, on reste sur de très bons résultats. Alors, donc, on va avoir un retour d'expérience de Orano sur le bâtiment Prism et de ICAD sur le bâtiment Cézanne. Alors, du coup, je vais réactiver le son pour les personnes qui présentent. Alors, Sébastien Canès, est-ce que Oui. vous êtes avec nous pour présenter? Oui, oui. Bonjour à tous. Alors, donc, en ce qui concerne donc notre bâtiment en fait donc qui est Châtillon, donc un siège social de la société donc Orano. Donc, à savoir que nous donc le chauffage est 100% électrique sur notre site et le pilotage se fait via donc la GTB. Nous avons également donc sur le site donc des bornes de recharge à hauteur de 36 bornes de 22 kVA. Donc, en ce qui concerne les 2 journées qui avaient été faites, donc, le 30 novembre, donc on avait fait une économie de 53,1% d'économie sur les heures de pointe. La seule différence, on a fait exactement la même chose par rapport à la journée du 19 décembre. La seule différence qui a été faite, c'est que le 30 novembre, en fait, nous avions envoyé un flash pour prévenir aux gens qu'il y avait une simulation de journée EcoWatt rouge et on avait mobilisé donc les occupants en leur demandant d'éteindre les écrans d'ordinateur et d'utiliser au maximum leur ordinateur sur batterie. Pour la deuxième journée, nous ne l'avons pas fait pour voir la différence qu'engendrait en fait cette, d'impliquer au maximum les occupants. Donc, c'est pour ça qu'on a eu qu'une baisse de 50,1% d'économie, puisque nous n'avons pas impliqué les utilisateurs directs. On a juste coupé les bornes. C'est la seule chose qu'eux, ils ont vu, mais ils n'ont pas vu après la différence ou peut-être juste vu la petite baisse de température. Mais à part ça, on n'a pas communiqué. Donc les actions techniques qui ont été faites sur le site, donc c'est de couper les bornes de recharge entre 7h et 11h. Donc on indiquait bien aux gens qu'à partir de 11h, ils pourraient recharger leur véhicule, mais que le matin, il n'y aurait aucune possibilité, sauf cas exceptionnel, un dirigeant qui doit prendre la route en toute urgence, où là, on lui aurait allumé sa borne pour qu'il puisse recharger son véhicule. Donc, ce qui a été fait, c'est que donc je me suis déplacé sur le site, sur les 2 journées EcoWatt rouge, pour pouvoir donc, venir plus tôt le matin et augmenter la température de 2 degrés pour qu'on puisse,
marcher en fait sur l'inertie pendant les heures pleines. Donc 2 heures avant, on a monté le bâtiment en température au maximum pour après descendre une consigne pendant les heures pleines à 19 degrés. Bien sûr, en plus de ça, donc l'intégralité des CTA ont été mis à l'arrêt pendant cette période-là, et également les groupes froids, puisqu'on s'est aperçu que, en fait, par rapport à la chaleur qu'il y avait dans nos locaux techniques, on pouvait se permettre de couper les groupes froids pendant cette période-là, et nos locaux techniques ne dépassaient pas une température intérieure de 24 degrés, donc on était encore large avant de déclencher les alarmes du système informatique. En ce qui concerne donc le RIE, en fait, on a un peu impliqué le RIE en leur disant de ne pas allumer les appareils énergivores type friteuse ou les grands fours, et d'adapter du coup le menu en conséquence pour éviter en fait d'avoir à engendrer en fait des surconsommations. Des petits travaux avaient été faits, mais ça en amont pour qu'on puisse justement se permettre d'éviter de le faire à chaque fois, c'est de mettre les ballons ECS sur horloge pour que les ballons se rechargent la nuit et qu'ils puissent être utilisés la journée pour que les gens puissent avoir quand même de l'eau chaude. Et à savoir que l'intégralité du bâtiment a été mise sur détecteur crépusculaire, et on a la possibilité en fait sur les heures, dès que le soleil se lève et qu'il y a assez de luminosité, de pouvoir forcer l'éclairage en off pendant cette période en fait d'heure pleine. Du coup, Sébastien, avant que vous passiez aux enseignements, Oui, comme c'est vous qui êtes venu sur site pour faire le préchauffage 2 heures avant le début des heures pleines, donc vous êtes venu sur site à 5 heures du matin, c'est ça, les jours de journée correcte. c'est ça. C'est Bien. ça. Bon, ça demande un petit peu d'investissement, mais bon, on n'a pas le choix, puisqu'en fait, la GTB que nous avons donc, ne nous permet pas, malheureusement, de pouvoir programmer le, un allumage en fait, possible 2 heures avant avec une température de 2 degrés. C'est-à-dire que si je mets 2 degrés sur la GTB, ça sera toute la nuit. Donc, donc, autant dire qu'il n'y a pas d'économie, donc j'ai pas le choix que de venir 2 heures avant pour les mettre et les retirer un petit peu avant 7 heures pour remettre la consigne manuellement à 19. Merci. Donc en ce qui concerne donc les enseignements, en fait, ça nous a quand même permis de voir pas mal de choses, puisque bon, on avait quand même réussi depuis l'année dernière, puisque donc on avait signé donc déjà la charte EcoWatt, on avait déjà commencé à faire pas mal d'économies, donc puisqu'on avait réduit nos consommations de quasiment 50% entre l'année d'avant et l'année dernière, mais on s'est aperçu en fait qu'on pouvait encore réduire encore pas mal de choses en analysant beaucoup plus nos données. Donc, ça nous a permis déjà de voir qu'il était possible d'emmener nos locaux techniques jusqu'à 24 degrés, donc ce qui nous permettait de faire tourner, de pouvoir éteindre nos groupes froids ou nos dry le temps des périodes d'heure pleine. Donc ça, c'est déjà quand même une grande chose, parce que bon, on a quand même, étant un site 100% électrique, on a quand même 2 gros groupes froids qui tournent actuellement seulement pour refroidir nos locaux techniques. Donc si on arrive à les arrêter de temps en temps sans mettre en difficulté nos services informatiques, ça nous fait quand même gagner pas mal de consommation. Après, c'est vrai que l'application Qflex, où je passe maintenant pas mal de temps, euh, nous a quand même permis de pouvoir voir, de pouvoir suivre nos consommations vraiment assez précises. Et on a vu en fait qu'on pouvait se permettre de réduire dans certaines choses, comme l'arrêt des ballons ou l'arrêt des ventiloconvecteurs ou autres qu'on a pu faire en dehors des heures. Et en fait, ces économies-là, ça nous permet en fait pas de pouvoir gagner, on va dire, sur un aspect financier, mais ça nous permet de pouvoir augmenter un petit peu le confort des usagers pour éviter les plaintes. Parce que étant sur un siège social, en fait, on a quand même pas mal d'exigences à rendre, et on ne peut pas se permettre d'avoir une température ou un site vraiment avec des températures qui descendraient en dessous de 19. Donc, le fait de continuer à faire des économies et de chercher des pistes d'économie ailleurs nous a permis de remonter un petit peu la température pour qu'on puisse avoir une température
entre 19 et 20 degrés sur le bâtiment, et ce qui permet d'avoir un meilleur confort pour les utilisateurs. Sébastien, c'est Elisabeth. Petite question sur Oui. la GTB. Oui. Est-ce que vous auriez pu le développer? C'est-à-dire, est-ce que c'est un manque de CAPEX ou d'investissement par rapport aux besoins il aurait suffi de développer un petit bout de quelque chose pour pouvoir vous éviter de vous lever à 5 heures, enfin, d'être sur site à 5 heures du matin, ou c'est même la GTB, enfin, il faudrait aller dans le hardware aussi et changer même la GTB Non, il faut changer en fait. On n'a pas une GTB qui nous permet. J'ai demandé en fait de pouvoir faire certaines modifications. On nous a tout simplement dit que la GTB qu'on avait actuelle ne nous permettait pas de faire ce type de modification. On devrait changer de système. Et après l'étude, en fait, le coût que ça engendrerait n'est pas utile. Je pense qu'il y a eu un mauvais choix stratégique quand on a installé la GTB avant notre arrivée. Et on aurait dû prendre plus une GTB qui était paramétrable et pas une GTB comme il a été installé, en fait. D'accord. Bon, on ne va pas vous demander la marque de la GTB du coup, parce que sinon. Jean-Benoît, tu as dit une question. Oui, merci pour ce retour et on voit la contrainte que ça peut être concernant la GTB. Parfois, peut-être qu'il y a des intégrateurs aussi qui peuvent venir quand même remettre une couche. Enfin, je ne sais pas, le bâtiment est très récent, donc la GTB, il date le bâtiment? Alors, attendez, de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, mais 2000, c'était sur la première slide, si je ne dis pas de bêtises, parce que je ne l'ai pas comme ça de tête. On n'a pas de date exacte, c'est entre 2001 et 2012. C'est ça, ouais. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, effectivement, par défaut, on n'a pas la capacité de venir mettre ce calendrier spécifique en place, etc. Mais que malheureusement, il faut repasser par un intégrateur GTB qui vient reprogrammer quand même quelques sujets sans même changer toute la chaîne d'action des capteurs, des actionneurs, etc. Et que ça se fait quand même au niveau de la GTB. Là, j'entends, Sébastien, que c'est vraiment pas envisageable, quoi. C'est ça, voilà. On a fait Vraiment, revenir faut tout déposer. Exactement, on a fait revenir l'intégrateur pour faire différents changements puisqu'on avait pas mal de soucis. Donc on a fait tout ce qui était possible en tant que mise par exemple tout simplement sur horloge pour que ça s'allume à une certaine heure la GTB et que ça s'éteigne, ça passe en mode inoccupé d'une certaine heure et que ça passe en mode occupé à partir d'une autre heure. Mais par contre la modification de tout ce qui est température doit se faire à la main et doit se faire même pas en mode général, c'est étage par étage, village par village. Donc j'ai 3 villages par étage sur 8 étages. Voilà, je dois faire la manip autant de fois que j'ai de villages et d'étages. Ok, merci, c'est très clair. Et j'ai une autre question avant qu'on aille sur les facteurs limitants et les actions pour la prochaine fois. Sur la courbe, si Lucie t'arrive à revenir à la courbe, sur la courbe, on a une remontée à 10 heures à chaque fois. C'est-à-dire un petit peu avant, on voit que votre creux, il commence un peu plus tôt que 11 heures. Est-ce que c'est parce que c'est l'inertie du bâtiment et en gros, c'est l'inertie. Effectivement, c'est l'inertie du bâtiment et on s'aperçoit qu'à partir, en fait, on monte en température pour avoir vu, quand je viens vers les coups de 5 heures, sur les coups de 6h30, je monte à quasiment 22 sur le bâtiment, mais le bâtiment perd très rapidement en fait après de la température puisqu'on a en fait on est entièrement vitré, on peut le voir sur la photo du démarrage, le bâtiment est entièrement vitré et du coup c'est vrai qu'on perd rapidement et sur les coups de 10 heures on s'aperçoit qu'on atteint rapidement les 19 degrés et du coup à partir de 19 les ventilos se mettent automatiquement en marche pour essayer de maintenir la température à 19. C'est ce qui fait que ma consommation remonte tout doucement parce que tout le reste est vraiment arrêté. C'est que mes ventilos parce que par mesure de confort, je peux pas les éteindre parce que si les gens voient dans les bureaux en dessous de 19, on va recevoir rapidement des plaintes des étages et donc on peut pas se permettre. Ok, très clair. Alors voilà les facteurs limitants du coup puisqu'on en parlait donc c'est voilà donc j'ai une faible accessibilité du confort dégradé au sujet des personnes qui sont sur site dû au fait que c'est un siège social où on reçoit pas mal de personnes en fait assez importants ou des investisseurs et on peut pas se permettre de descendre trop bas. Mon bâtiment qui a une surface vitrée donc qui est assez imposante et donc c'est un chauffage entièrement électrique.
En plus de ça, on s'aperçoit quand même que donc nos groupes froids et nos CTA qui sont d'origine, qui sont depuis la construction du bâtiment, sont en plus très énergivores, donc qui auraient besoin effectivement d'être renouvelés. Donc, et puis bon, l'impossibilité de faire certaines tâches avec la GTB actuelle, qui sont des facteurs assez limitants, parce qu'il faudrait que, si je voudrais faire encore plus, il faudrait peut-être encore venir plus tôt. Mais bon, après, ça devient assez compliqué. Et Oui. Sébastien, pardon, c'est encore une question. Sur la partie mise sur horloge des ballons ECS, avant CubeFlex, c'était quelque chose que vous n'aviez pas du tout envisagé? Non, on l'avait pas envisagé plus que ça, en fait, parce que bon, on tournait, parce que déjà, il y a eu une partie où, avec tout ce qui s'était passé, ils avaient été mis à l'arrêt. En fait, au début, on nous a dit: «Il faut les mettre à l'arrêt, quand on a» On s'en voilà. doutait. Donc après, on les a rallumés, mais c'est quand on les a rallumés qu'on s'est dit: «Bah, attendez, au lieu qu'ils chauffent, toute la journée pour rien», et en plus, on a des ballons quand même assez imposants et bien isolés, donc on s'est dit: «Bah, vaut mieux, les faire charger la nuit ou dans des périodes creuses et les arrêter au moins pendant les heures pleines, qui nous permettent au moins de faire éviter les pics de consommation». OK. Bien, merci. Alors, une nouvelle action, donc les différentes actions qui sont menées, alors celles qui ont été menées déjà pour la 3e journée, ça a été la mise sur horloge de 2 gros ballons, du RIE, les ballons ECS du RIE, qui sont des ballons quand même de 1 000 et 1 500 litres. Donc ceux-là qui sont très utilisés le matin par la cuisine entre 7 heures et 11 heures. Donc on a demandé, on les a mis sur horloge pour que au moins, même quand ils les utilisent, les résistances ne se mettent pas en charge pour pouvoir recharger aussitôt le ballon, sachant que vu la capacité des ballons, on a largement assez pour tenir le service, donc j'ai pas d'utilité de les mettre en chauffe pendant cette période d'heure pleine. Excusez-moi. Et également la mise sur horloge des ventiloconvecteurs du RIE qui a été également faite pour que on puisse les arrêter et les démarrer que vraiment au moment où on reprend à 11 heures, et on peut se permettre dans ce cas-là d'essayer de décaler, on regarde essayer de décaler le démarrage du RIE qui est chez nous à 11h30. Donc si on arrive à gratter à midi, en 1 heure, on arrive à remonter largement le bâtiment, en tout cas la salle du RIE à la bonne chaleur pour que les utilisateurs ne se rendent pas compte de cette coupure qu'il y a eu en fait. Mm. Après, ça c'est plus sur du long terme. On est en train de réfléchir à changer, et on est en pourparlers avec le propriétaire, et ça avance bien dans ce sens-là, de mettre à l'arrêt le groupe froid, dès la fin de l'été, en installant en fait, des VRV qui vont alimenter en fait tous nos locaux techniques. Déjà, ça nous permettra de pouvoir mettre à l'arrêt les 2 groupes froids et les faire tourner que l'été, quand on aura besoin de climatisation sur le bâtiment. Donc ça c'est en cours. Ça devrait commencer, je pense, dans le deuxième semestre 2024. Et pareil pour les CTA, on est en train de voir pour changer ces CTA pour mettre des CTA double flux, nouvelle génération, qui nous permettrait de pouvoir faire plus de réglages et de pouvoir peut-être démarrer les CTA, pouvoir les arrêter aux périodes où on n'a personne dans les étages parce que les gens vont manger, et les rallumer un peu plus tard. Parce que là, actuellement, les modèles qu'on a, pareil, ne nous permettent pas de pouvoir faire des pauses, ou sinon les gens dans le bâtiment ressentent très vite l'inconfort de la coupure et du rallumage qui crée une entrée d'air froide dans le bâtiment d'un seul coup. Très bien. Merci C'est- beaucoup pour J'ai peut-être une toute dernière question, je ne sais pas, Lucie, Oui, c'est toi la maître oui, du non, temps, donc j'allais tu me dire dis, hein. s'il y a des Mais questions. c'est tellement riche. Du coup, Sébastien, est-ce que enfin, RTE, effectivement, structure un petit peu les éléments de langage sur les flexibilités. Là, on voit beaucoup de flexibilité de sauvegarde, hein, en journée Mhm. éco-watt fictive. S'il y avait derrière un modèle économique à valoriser au niveau des heures de pointe plus régulièrement, est-ce qu'il y a des actions là-dessus qu'on pourrait retrouver beaucoup plus régulièrement
Je donne un exemple. Si effectivement la GTB pouvait avoir ces scénarios de préchauffage de manière automatique, je suppose que ça, vous seriez en mesure d'activer le préchauffage du bâtiment sur certaines journées plus spécifiques. Exemple pour les tempos ou ex-EJP, d'avoir plusieurs journées comme ça dans l'hiver où vous pouvez avoir ce type de flexibilité qui reviennent régulièrement. Est-ce que ça, c'est un exercice que vous vous entraînez aussi à se dire, ça, c'est la flexibilité, je sais, il y a une dégradation du confort, on ne pourra pas le faire de manière régulière, dynamique, sur toute la saison. Ça, c'est une autre action que je pourrais faire plus régulièrement à partir du moment où c'est automatisé, bien sûr. Oui, après on réfléchit de pas mal de choses. On sait qu'on est en mode dégradé, lors des vœux de fin d'année, notre président l'a bien redit que, étant également en plus une société, qui fait quand même de l'électricité, étant dans le nucléaire, on fait quand même de l'électricité, bas carbone. On est censé montrer l'exemple, de ce côté-là pour pouvoir essayer de rendre nos bâtiments les plus économes possibles, dans la mesure du possible. Donc on sait qu'il faut, ils l'ont bien dit lors de la réunion, on sait que on est dégradé par rapport à avant où on avait un certain confort avec une température dans les bâtiments à 22. Il a bien dit que maintenant, au vu de la conjoncture actuelle, il faut s'attendre à, voilà, à mettre un pull et se mettre dans des conditions un peu plus dégradées pour pouvoir améliorer. Mais effectivement, nous, de notre côté, on cherche d'autres pistes pour pouvoir essayer peut-être de dégrader un petit peu certaines choses pour pouvoir faire des économies, réduire nos consommations et pouvoir être de plus en plus économe sur la partie en tout cas électrique. Mais sans parler de dégradé, Sébastien, par exemple, la mise sur horloge des ballons du RIE, si je reprends vos mots, la capacité volumique des ballons fait qu'elle suffit, enfin, le chauffage en pleine nuit suffit à l'utilisation sur la journée. Donc, est-ce que ça peut pas être quelque chose de régulier? Bah, si, mais de toute manière, il a été mis de façon régulière. Du coup, ça a été fait de façon régulière. Maintenant, quoi qu'il arrive, les Tous les ballons jours, sont c'est comme ça. programmés. Tous les jours, maintenant, c'est comme ça. Il y a des choses où on a laissé comme l'horloge sur les ventiloconvecteurs, où avant, nos ventiloconvecteurs chauffaient même la nuit dans l'intégrité du bâtiment pour pouvoir passer en mode inoccupé. En mode inoccupé, ça passait nos bâtiments comme ça. Maintenant, non, on ne chauffe plus à 17 degrés la nuit. Les ventiloconvecteurs sont sur horloge, donc disjonctent directement et reprennent à chauffer à partir de 3 heures du matin pour laisser le temps quand même au bâtiment de remonter tout doucement en température, mais qui nous permet de pouvoir descendre à un talon beaucoup plus bas la nuit où personne n'est dans le bâtiment, si ce n'est le PC sécurité. Donc ça, c'est des choses qu'on a mis en place, qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire, et c'est des choses qui resteront comme ça, quoi qu'il arrive, on ne reviendra pas en arrière sur ces choses-là, en fait. Ça a été acté et ça sera comme ça, tant que nous resterons sur ce site-là, en tout cas. Très bien, merci. On a une question de Soufiane Eraoui dans le chat. Quand vous dites chauffage entièrement électrique, c'est chauffage avec CTA et batterie électrique Ouais, ou voilà, ventiloconvecteur ou les deux? alors les CTA en fait sont en batterie. Voilà, c'est les deux. Les CTA sont sur batterie électrique, mais en fait le chauffage se fait surtout avec les ventiloconvecteurs dans les open space. Merci. Bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au retour d'expérience du bâtiment Cézanne de ICAD avec Ronan. Ronan, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, bonjour à tous. Bonjour, donc je vous laisse prendre la parole. Ouais, donc le bâtiment Cézanne à Saint-Denis, donc bâtiment construit en 2011, donc environ 21 000 m². Alors un chauffage mixte électrique à point. En gros, on a du chauffage urbain qui alimente nos CTA sur des batteries chaudes pour les CTA, et par contre, les poutres froides en terminaux sont équipées de films chauffants électriques. Donc on a effectivement un mix chauffage urbain et électrique. Une GTB, donc on a dit qu'on ne citait pas de marque, qui est en train d'être modernisée, donc date de 2011, et on est à la phase 2 sur 3 pour la modernisation, sachant qu'il nous reste à faire, c'est les terminaux, vraiment les terminaux des poutres,
tout le reste, c'est fait. Et effectivement, 18 bornes RVE qui ont été réceptionnées il y a assez peu de temps. Donc, on y reviendra. Donc oui, la courbe, j'ai pas beaucoup de commentaires. On verra sur les actions avec des démarrages un petit peu plus tôt pour éviter des effets de pic sur les périodes de pointe. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, on est sur un bâtiment qui est aujourd'hui à 50% occupé, donc ça veut dire à 50% vide également. Donc c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir jouer par la suite, mais sachant que ce taux d'occupation était le même l'année précédente. Donc on compare quand même des choses assez comparables. Voilà. Donc sur les actions mises en place. Donc effectivement, ce que je disais, on a donc du chauffage urbain qui vient alimenter nos CTA. Donc l'idée, c'était peut-être aussi de basculer un peu plus de chauffage via les CTA qui sont sur le chauffage urbain, qui ne sont donc pas des consommations électriques, même s'il y a des pompes qui tournent. Donc d'augmenter un petit peu la consigne via les CTA pour compenser des températures sur les terminaux qui vont être un petit peu en dessous. On est passé à 18 degrés. Des plages horaires modifiées sur les CTA. Là, l'idée, c'était plutôt de commencer plus tôt, vers 4 heures du matin, et d'avoir une montée en charge pour éviter les pics sur l'heure de pointe. Donc, ce qu'on voyait dans la courbe, qui a plutôt pas trop mal marché. Plage horaire du fonctionnement CTA RIE. Là, par contre, ça a été vraiment de faire tourner les CTA RIE uniquement sur les plages horaires où il y a des personnes dans le restaurant. En gros, c'est sur les heures vraiment avec des personnes pour renouveler l'air hygiénique. Ensuite, on bénéficie du taux d'occupation. Donc, effectivement, on a plusieurs halls d'entrée du bâtiment. Donc, le hall 1, aujourd'hui, dessert des étages qui sont inoccupés. Donc, on a pu prendre certaines mesures comme couper l'éclairage extérieur aussi. Bon, ça, c'était une petite mesure. Et on a également mis à l'arrêt de 3 ascenseurs sur 4 dans le hall 1, vu qu'il n'est pas utilisé, ou très peu. On a vu avec l'ascensoriste pour couper quelques appareils qui n'étaient plus utiles. Et donc la GTB, oui, ce que j'ai dit en introduction, donc on est en cours de modernisation. Donc on pense également qu'il y a pu avoir un effet sur la bonne application de l'analyse fonctionnelle, étant donné qu'on a remplacé quand même aujourd'hui pas mal d'automates, tous les automates de production et les automates dans les tableaux divisionnaires. Donc on arrive à piloter un peu plus finement les équipements de production, tout ce qui va être éclairage. Les bandes de recharge. Alors les bandes de recharge, comme elles étaient un peu en cours de réception, on a voulu éviter de tout couper brutalement. Elles avaient donc été balisées par notre mainteneur, mais les gens se branchaient quand même. Donc le câble était assez long. Donc là, pour le coup, notre cher locataire, leader mondial de l'acier, je ne vais pas citer de nom encore une fois, dont le siège est à Dunkerque, n'a pas été trop participant sur l'opération. Alors, de la même façon que mon collègue précédent, on a prévenu une journée, on n'a pas prévenu l'autre. Il y a eu quand même quelques plaintes sur les températures, parce qu'effectivement, c'était juste. On a toutefois des petits problèmes de démarrage de résistance chauffante sur les poutres froides. Ça nous a permis de nous rendre compte également que certains automates vieillissants qui n'étaient pas encore remplacés ne démarraient pas, ce qui fait que dans certains cas, on ne démarrait pas le chauffage des films chauffants. Ce qui, on était en dessous des températures. Donc c'est bien, ça nous faisait faire des économies, mais ça faisait pas mal de plaintes. Mais ce n'est pas lié qu'aux journées EcoWatt. Donc voilà, après, ce qu'on a pu constater, c'est que certains de la partie technique, parfois ils ont un peu du mal à comprendre la notion des heures de pointe, et en gros, ils nous ont mis des actions, typiquement couper les CTA bureaux sur les heures de déjeuner. Effectivement, c'est une bonne action, ça permet d'économiser de l'énergie, sauf que pas du tout pendant les heures de pointe. Donc voilà, c'est un petit peu de pédagogie à faire auprès des équipes techniques. Et auprès de notre locataire, essayer d'agir plus de son côté également pour qu'il prenne en compte les actions qui pourraient être de son côté. Bien, merci beaucoup Ronan pour ce retour d'expérience. Est-ce qu'il y a quelques questions? Oui. Moi, du coup, j'ai la même question que pour le prisme. Est-ce qu'il y a certaines actions que vous sentez pouvoir être généralisées en dehors des journées de sauvegarde? Est-ce qu'il y a des choses que vous vous dites, en fait, ça, on pourrait peut-être le faire tous les jours? Oui, alors
En fait, il y a des actions qu'on avait mis en place il y a quelques années, qui ont été défaites et qu'on refait. Donc, mais oui, effectivement, là, notamment l'éclairage, je crois que c'est l'éclairage parking, on a mis qu'un tiers sur détection de présence et on avait un système de 1 tiers permanent et 2 tiers sur détection de présence. Typiquement, vous coupez le 2 tiers permanent, ou vous laissez le 1 tiers permanent et vous ne mettez pas de détection de présence, ça éclaire largement suffisamment. Il y a des petites mesures comme ça. Après, les coupures ponctuelles de CTA sur l'heure de déjeuner, c'est pas mal, ça n'aide pas en éco-watt, mais c'est vrai qu'au quotidien, ça peut être laissé en place. Typiquement, nos ascenseurs fermés sur le hall 1, il est inutilisé les autres jours que les éco-watts rouges, donc on les laisse à l'arrêt. Donc oui, il y a pas mal d'actions qu'on maintient. Pendant sur l'éclairage, je comprends qu'il y avait déjà ces réglages du coup à l'époque. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une modification dans le contrat de fourniture d'énergie qui ont fait que vous avez basculé sur un éclairage plus constant et non pas un tiers? Enfin, qu'est-ce qui a expliqué cet aller-retour sur l'éclairage? Est-ce que c'est le contrat de fourniture d'énergie ou est-ce que c'est d'autres? Ouais, c'est des aléas contractuels. Non, D'accord. c'était pas. En fait, on avait mis en place cette mesure-là avec notre précédent mainteneur et on a Ok. changé de mainteneur en cours de route. Et quand il a fait son audit de prise en charge, il s'est dit tiens, c'est pas normal, ça éclaire pas, mais il nous a tout remis en route. Donc voilà, il n'avait pas. On a été obligé de lui expliquer que oui, c'était fait exprès. 50%, hein, c'est un très beau Rex. Enfin, sur les journées éco-watt, vous êtes en moyenne à 50% sur l'effacement. Est-ce que là aussi, il y a cette capacité du coup de pouvoir encore plus jouer entre le RCU d'un côté et puis les poutres froides climatiques? C'est-à-dire, est-ce que le modèle l'année dernière, enfin, est-ce que vous utilisiez vraiment beaucoup plus les poutres froides climatiques qui sont à l'élec, de ce que je comprends, et qu'il y a eu ce transfert un peu d'énergie pour venir préserver, on va dire, les appels de puissance électrique? Alors, c'est un petit peu bizarre comme truc parce que cette préconisation-là, elle est plutôt déconseillée. Aujourd'hui, quand on fait des audits énergétiques, on nous dit plutôt le contraire, dire évitez de chauffer pleine balle avec vos CTA et jouez plutôt finement avec vos terminaux. Mais il se trouve que pour la problématique EcoWatt, qui est plutôt une problématique d'électricité sur les heures de pointe, je pense qu'on a tout avantage à jouer plus sur le chauffage urbain et à limiter les consommations électriques pour cette occasion-là. Mais je comprends aussi les audits énergétiques qui nous disent bah, vous avez plutôt intérêt à chauffer les 2 bureaux qui sont occupés plutôt que l'ensemble du bâtiment qui est vide, enfin qui est à moitié vide. Donc tout à fait. en soi, ça répond bien à la problématique EcoWatt. Par contre, dans une logique de pérennisation, ce n'est pas forcément ce qui est le plus pertinent. Non, mais je comprends qu'on peut avoir cette agilité entre les énergies et en fonction des signaux tarifaires qui pourraient vous être arrivés, vous pouvez basculer d'un côté ou de l'autre pour être plus agile aussi Oui, économiquement. bah, on peut. Alors, ça ne fait pas tout, mais ça peut contribuer à aider. D'accord. On a même une autre idée en tête, mais qui est un petit peu plus. On hésite un peu à mettre en œuvre. C'est qu'aujourd'hui, on est sur des poutres froides, donc qui sont 2 tubes de fil. Donc, ils font du froid, qui ont un réseau froid pour la partie climatisation. Et c'était de les faire passer en changeover et de faire du chaud via le réseau de chaleur sur les terminaux également. Comme ça, on n'aurait plus besoin où vraiment les films chauffants électriques viendraient en secours. Et là, on gagnerait potentiellement plus sur la facture d'électricité. Ok. Après, l'installation n'a pas été pensée comme ça, il faut peut-être étudier. Il faut que les régulateurs permettent de le faire. Et pour la partie IRVE, si je comprends bien, quand vous dites balisage, c'est que vous avez mis une petite affiche disant test EcoWatt, merci de ne pas utiliser les bornes, et que c'était un peu au bon vouloir des. Oui, en quelque sorte. Après, pour être tout à fait honnête, on a effectivement 18 bornes qui sont installées. Aujourd'hui, on a un taux d'occupation. En gros, on a 2 bornes qui sont utilisées. Donc, c'est pas non plus. Je ne pense pas que l'enjeu soit. Ok. Et vous aviez la possibilité vous disiez pas pouvoir les couper, mais vous auriez pu les mettre sur horloge ou dire ou plafonner la puissance selon l'heure à laquelle elles sont mangées. C'est un sujet qu'il faut qu'on travaille, mais on avait d'autres problématiques de levée de réserve liées à la finalisation des travaux qui est assez récente, donc j'ai pas. Ok. On a évité de creuser. Ok, très bien. Merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup, Ronan, pour ce retour d'expérience. On va maintenant passer à la présentation de GoFlex par Jean-Benoît. Je te laisse. Merci, Lucie. Merci déjà de nous donner cette occasion que de parler de GoFlex.
On va y venir, c'est un Nutri-Score un peu de la flexibilité. D'un côté, vous êtes dans CubeFlex, vous le voyez bien, vous êtes dans l'action. On voit les gisements de flexibilité, de décalage, de modulation, bref, les résultats sont là et c'en est passionnant quand on fait des échanges qu'on vient d'avoir sur les deux témoignages. On a aussi par ailleurs, et là c'est côté IFPEB, donc Institut français pour la performance du bâtiment, qui appuie, comme d'autres acteurs, le Gimélec, RTE, la FNCCR, les différentes flexibilités dans le parc tertiaire. Vous l'avez en tête, le parc tertiaire est extrêmement diffus. On a mis 40 ans à effectivement parler d'énergie d'un côté, le changement de prisme à parler de puissance est plus récent. Donc on a ce besoin de monter en acculturation de manière générale sur le parc tertiaire au niveau des flexibilités. GoFlex répond également à un besoin que d'avoir une sorte de grammaire commune entre les différents métiers, les métiers du bâtiment que vous êtes, et puis les métiers plutôt de l'énergie, agrégateurs, fournisseurs d'énergie. Le Gimélec est venu nous solliciter très tôt du côté de l'IFPEB pour nous dire, voilà, ce ne sont pas les mêmes langages, c'est pas la même grammaire, et donc on doit travailler ensemble sur cette grammaire commune pour parler des flexibilités. C'est un petit peu l'objectif de GoFlex, cet indicateur. Je te propose, Lucie, de venir passer à la slide suivante. Donc GoFlex, voilà, c'est le Nutri-Score de la flexibilité. C'est un indicateur extrêmement simple, on vous le montrera juste après, mais qui permet de vous donner des gisements de flexibilité sur votre parc. On n'est pas sur du réel comme vous l'êtes au sens de CubeFlex. On est sur une approche calculatoire, c'est une calculatrice simplifiée, mais qui vous donne déjà ces clés de lecture, de comprendre ce qu'il faut aller regarder sur votre bâtiment, sur votre parc, sur les sujets de flexibilité, le pilotage d'un côté, les appels de puissance de l'autre, les départs réseau qui alimentent le chauffage, les centrales de traitement d'air, etc. Bref, c'est d'avoir ces ordres de grandeur de puissance pour pouvoir en sortir cette étiquette avec cet objectif de faire effectivement rencontrer l'offre et la demande, c'est-à-dire que GoFlex, vous maîtrisez les gisements de flexibilité sur votre parc, sur votre bâtiment. Et l'objectif, c'est de venir le valoriser économiquement. Vous êtes là aussi pour nous le rappeler, mais on le voit, hein, c'est pas on-off sur le bouton. Il y a l'implication des équipes, de la technique, du GTBiste, des occupants. Et donc, il faut trouver ce modèle économique pour valoriser les flexibilités que vous êtes en train de mettre en œuvre. Et donc, GoFlex, la vocation, c'est de venir faciliter la rencontre de l'offre et de la demande. Et pour ça, on a déployé une plateforme basée sur cet indicateur-là, qui, effectivement, je te propose de passer, Lucie, ça permettra d'accélérer un petit peu. Donc, on a développé une plateforme pour faire cette mise en relation entre vous, entre guillemets, les consommateurs, gestionnaires de parc, et ceux qui peuvent la valoriser. Si je fais un petit focus sur le Nutri-Score en lui-même, vous le voyez, c'est extrêmement simple, pédagogique. Il y a 3 informations, hein. La classe de pilotage. Alors, ça va de A à D sur ces classes de pilotage. C'est pas exactement aligné sur le décret BACS que vous avez sans doute en tête par ailleurs. GoFlex, ça reste un indicateur volontariste, donc on va plus loin que BACS qui sera normatif, hein, qui est normatif, mais ça vous permet de voir jusqu'où vous pouvez aller sur le pilotage du bâtiment. Pour faire très simple, niveau D, c'est la base. Il n'y a pas de télérelève, c'est tout en contrôle manuel, c'est sur le terrain. Le niveau C, c'est il y a de la télérelève, il y a un connecteur, il y a une API, donc on est capable d'échanger avec la GTB pour pouvoir commencer à lui donner des informations. Exemple, un signal explicite qui arriverait d'un agrégateur pour vous dire effacez-vous cette journée-là, c'est très compliqué. Ça, c'est pour la classe C. Et puis les classes B et A, c'est encore un autre niveau. Le B, c'est savoir intégrer parfaitement les ENR, être agile au niveau des ENR. Et puis, en gros, le A, c'est de se dire que le bâtiment est plus monolithique, n'est plus seul, entre guillemets. Il a la capacité de transférer, d'échanger les énergies avec son extérieur, son environnement, le quartier autour, les réseaux nationaux. Bref, c'est vraiment une classe de pilotage la plus élevée possible. Deuxième information, la puissance qui est effaçable, hein. Donc, c'est un indicateur
qui vous permet de donner déjà un premier ressenti sur jusqu'où vous allez pouvoir vous effacer en kilowatts, hein, c'est du quantitatif, c'est pas que du qualitatif. Là, c'est une estimation du gisement potentiel de votre bâtiment. Et puis, proportionnellement, cet effort consenti à la flexibilité. Donc là, on prend cette puissance modulable effaçable et qu'on exprime par rapport à la puissance souscrite et ce qui vous donne ce troisième indicateur en pourcentage. Et donc, on le voit sur on va dire, les scénarios passés. Ça peut effectivement, nous aussi, sur GoFlex, aller de 20 à 50% sur les premiers retours. Cette calculatrice, elle a été testée avec des collectivités, des acteurs privés. Je vois qu'il y a Sébastien Monnier aussi qui est dans la salle. Bref, avec les acteurs du Gimelec, que ce soit Siemens, Schneider Electric ou ABB, on a pu faire ces tests-là sur certains bâtiments. Donc, nous aussi, sur GoFlex, on a des ordres de grandeur de 20 à 50% en fonction des potentiels. Voilà un petit peu pour cet indicateur qui donne cette vision qualitative et quantitative. À notre connaissance, c'est le seul qui donne cette vision quanti pour faire les connexions avec ce qu'il y a par ailleurs du côté d'R2S ou d'autres sujets avec le SRI au niveau européen, les Smart Readiness Indicators, où effectivement, du coup, GoFlex à cette place-là, il y a une sorte de complémentarité de GoFlex avec les certifications R2S ou les indicateurs européens qui finiront par sans doute arriver en France. Voilà un petit peu pour le Nutri-Score de cette flex. Je te laisse, Lucie. Je te propose de la passer aussi. C'était juste pour montrer qu'on avait effectivement dans le cadre on va dire, de la montée en charge auprès des collectivités. Il y a FNCCR avec Adam Soussana qui a la responsabilité d'un programme qui s'appelle FACT. Donc là, je m'adresse aux quelques collectivités qui sont dans la salle. Mais effectivement, il y a eu toute cette phase de préparatoire, d'audit d'effacement pour voir quel était le potentiel. Et donc, GoFlex a cette imbrication forte dans le cadre d'FACT avec certaines de ces collectivités, où du coup, que ce soit autour de l'agglomération de Lyon, les collectivités de CIDEV, Énergie, bref, de Morbihan, on a déjà eu ce gros travail de fait. On voit, il y a cet effort-là au niveau public pour venir trouver les leviers d'effacement et connaître l'effacement au niveau de son parc. Donc, c'était juste pour vous dire qu'il y avait cet ancrage très opérationnel avec les collectivités du côté de GoFlex. Je crois qu'il y a une question. Est-ce que, Elisabeth, c'est toi? Oui, c'est Olivier qui a levé la main. Et puis, il y a non, il y a Olivier qui a mis un commentaire qui a une main levée, mais c'est peut-être le... Ah, bah, elle vient de se... Mais c'est de Sébastien Meunier. Il y a plusieurs... donc, il y a une question d'Olivier. Il ne manque pas le créneau horaire dans GoFlex? Alors, il n'y a pas de créneau horaire dans GoFlex. C'est estimer le gisement de flexibilité. On a par contre une notion de préavis. Est-ce qu'on vous prévient 3 heures avant? Est-ce qu'on vous prévient plus d'une journée avant? Et effectivement, plus on vous prévient tôt, plus vous allez pouvoir vous organiser et donc les gisements de flexibilité seront plus importants. S'il n'y a pas le créneau horaire, moi je peux m'effacer entre le jour et la nuit de plus de 80% d'ailleurs. En fait, ok. Alors, je comprends mieux la question, mais je vous confirme que cette notion d'effacement, elle arrive bien pour les appels de puissance maximale, donc aux heures de pointe. Voilà. Donc, c'est juste que c'est une calculatrice simplifiée. C'est pas une simulation thermique dynamique, par exemple, où on est au pas de temps horaire, etc. On n'est pas du tout dans cette approche-là parce que, comme vous le savez, faire une STD pour aller montrer les enjeux de flexibilité, ça coûte très très cher. Les outils sont d'ailleurs pas adaptés. Ça faisait partie des enseignements précédents que l'IFPEV avait pu démontrer il y a quelques années. Et donc, on a pris le contre-pied que d'être sur quelque chose de simplifié, mais aux heures de pointe, clairement. Voilà. Et donc, Sébastien, tu avais un commentaire, effectivement, pour connecter un petit peu la complémentarité de GoFlex avec R2S. Et donc, tu signifies que R2S est effectivement un outil qui va aider les acteurs du projet à monter le niveau de qualité et de fonctionnalité du bâtiment dans sa gestion des énergies. Donc, c'est une vraie certification, hein, sauf erreur de ma part, tu as raison. GoFlex, c'est un indicateur et donc les deux s'enrichissent. Voilà. Et donc, effectivement, R2S intègre GoFlex comme méthode d'évaluation de la flexibilité. Merci pour la précision. Je pense que c'est Lionel, c'est ça? Lionel, oui, c'est Lionel. Ça pourrait devenir un label de flexibilité.
Alors, pour l'instant, c'est un indicateur de flexibilité pour connaître votre gisement. L'objectif, c'est surtout que vous puissiez ensuite valoriser vos gisements auprès des acteurs de marché ou des fournisseurs d'énergie, d'où cette plateforme de mise en relation. C'est ça l'objectif premier. Ensuite, que GoFlex puisse avoir un essor complémentaire, on n'en est pas encore là. Sachez juste que Effinergie, qui est l'association qui gère, on va dire, les labels plutôt énergétiques, a lancé son label RE2020 Effinergie en début d'année là. Et donc, dans ce cadre-là, ils demanderont à ce qu'il y ait cette étiquette GoFlex au sein du dossier de certification. Donc oui, on essaye de faire ces connexions avec d'autres labels, mais c'est encore trop tôt pour parler d'un label de flexibilité qu'on pourrait généraliser. C'est pas encore là l'enjeu, Lionel. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Olivier, je pense que c'est bon. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu visuellement ce qu'était cette plateforme hein, de mise en relation. En bas, en partie basse, en vert, c'est ce qu'on appelle un petit peu, on va dire, la face sud de l'Everest, de cette plateforme qui vous montre en tant que gestionnaire de parc au niveau du parc tertiaire, que ce soit public ou privé. Et donc, voilà, vous agrégez, vous définissez ce potentiel de gisement au niveau du parc, vous êtes prêt à le communiquer auprès d'acteurs de marché, vous, entre guillemets, activez l'option pour vous connecter avec eux. Et donc, eux, de l'autre côté, sont ravis que de se dire qu'il y a eu ce travail en amont de fait de votre côté, que vous avez les gisements en tête, que vous avez les classes de pilotage, que vous avez un référent, un interlocuteur identifié sur ces sujets-là. Parce que vous le voyez, hein, il y a plusieurs interlocuteurs au niveau on va dire, d'un bâtiment. C'est effectivement source de difficultés pour les acteurs de marché, agrégateurs, fournisseurs d'énergie, pour savoir quelle est la bonne personne côté parc tertiaire à adresser. Donc c'est un accélérateur hein, de marché, vous le comprenez. Et de leur côté, ils recevront du coup, lorsque vous êtes prêt, que vous avez activé cette option, les gisements potentiels vous concernant. Ils pourront venir vous contacter, du coup, c'est l'intérêt. Et ensuite, c'est entre guillemets l'objectif de cette plateforme, cette mise en relation. Tous les sujets contractuels vous concernent, restent à votre périmètre, ne sont pas vus de la plateforme. Si la question allait être posée, c'est une plateforme qui est gratuite pour tout le monde pendant 2 ans. C'est-à-dire que le JIMELEC a mis à disposition, ils en avaient la propriété intellectuelle, a mis à disposition cet indicateur GoFlex. RTE, FNCCR ont financé cette plateforme GoFlex pour se dire qu'il faut que ce soit un accélérateur pour que le parc tertiaire puisse faire de la flexibilité de manière dynamique, régulière, bref, qu'il puisse y avoir le bâtiment tertiaire comme une brique énergétique du système français. Pour mémoire, rappel, la CRE signifiait dans son précédent rapport sur le pilotage des bâtiments tertiaires que le gisement, si tout le monde se met à faire des flexibilités, le gisement est de 6 gigawatts de puissance. C'est quand même 6 réacteurs nucléaires pour avoir l'ordre de grandeur. Voilà, c'est quelque chose. Et donc, une plateforme gratuite mise à disposition. L'exigence qu'on vous formule, si vous l'acceptez, hein, mais c'est dans les droits d'utilisation, c'est que nous, on viendra vous solliciter dans quelques mois, une fois que vous avez bien entendu mis votre parc au sein de cette plateforme, que vous avez pu avoir ces échanges avec la face nord, les agrégateurs, les fournisseurs d'énergie, voire même contractualiser hein, sur des contrats spécifiques de flexibilité. C'est qu'on viendra vous voir. Merci, Lucie. Je vous laisse prendre le QR code pour vous inscrire tout de suite. Ça prend 2 minutes et ce serait parfait. Mais c'est de venir vous voir pour savoir à quel point ça a pu accélérer cette mise en relation et comment est-ce que vous avez pu contractualiser. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant dans les retours et on pourra vous rythmer ces retours-là, ces échanges-là. Vous avez plein d'échanges dans le cadre de CubeFlex, mais à partir du moment où vous venez sur la plateforme, vous aurez aussi des échanges du côté de GoFlex pour voir quels sont les modèles économiques qui peuvent se trouver pour rémunérer les flexibilités. Donc, mon petit doigt me dit que ça peut vous intéresser. Je vous laisse vous inscrire pendant qu'on peut peut-être encore avoir 2-3 minutes. Oui, on a encore un petit peu de temps s'il y a des questions. Et merci à 4MT de me laisser cette petite fenêtre de tir en parallèle de tout ce que vous voyez dans le cadre de CubeFlex.
aujourd'hui. Donc là c'est les indicateurs, Jean-Benoît, je vois 13 bâtiments, 170 000 m², c'est les indicateurs à date, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, enfin, ça, c'est des indicateurs de, on va dire, on a crash testé la plateforme. Donc, pour l'instant, on est en train de faire monter en charge cette plateforme avec effectivement des bâtiments réels qui ont une étiquette GoFlex. Là, les visuels que vous avez là correspondent à juste notre phase de recettage et de test, hein. Mais ça vous montre un petit Donc peu. si je comprends bien, à la fin de la session, on a 114 bâtiments, c'est ça? Ah, mais moi, je vais être encore plus clair. On a une centaine de bâtiments et puis on a les gisements en face. Et puis, mon grand souhait, mon rêve, c'est qu'on puisse connecter ce qu'il y a sur GoFlex avec ce qui a pu être fait sur CubeFlex. Et vraiment, s'il y a certains acteurs d'entre vous qui sont motivés pour aller plus loin encore, nous, c'est une façon, côté IFPEB, de venir institutionnaliser les flexibilités, de voir comment ces modèles économiques peuvent trouver, on va dire, une certaine pérennité pour les flexibilités dans l'avenir. Donc, c'est indispensable qu'on connecte QFlex et GoFlex sur un temps long. Ça, c'est clair. Voilà. Mais avec grand plaisir, moi je suivrai les gisements côté CubeFlex et puis pour les bâtiments qui ont pu être intégrés dans GoFlex, je viendrai voir bien entendu. Et puis on est là, IFPEB, hein, dans cet accompagnement, dans la montée en charge de la plateforme. Si vous avez des questions, on a une adresse mail générique, on pourra vous la transmettre pour nous poser les questions là aussi. Donc vraiment, on est à votre disposition pour que ça puisse être le plus fluide possible. Dernière remarque, je ne l'ai pas précisé, on a la capacité de venir, vous, en tant que gestionnaire de site, vous avez la capacité de donner accès à des bureaux d'études, à des intégrateurs GTB, bref, des entités, des structures tierces mandatées pour faire le travail, entre guillemets, de structuration des étiquettes GoFlex sur votre parc. Vous pourrez le faire. Donc voilà, vous avez vraiment cette latitude-là que de vous accompagner des meilleurs pour qu'ils le fassent et qu'ils intègrent cette étiquette GoFlex. Ah, merci Lionel. Tu es le premier à te lancer. J'entends que tu intègres 30 bâtiments. Alors là, moi, je vais faire monter les enchères. Olivier? Il faut booster tout de suite. Merci Lionel. Date clé quand même, on lance, donc c'est un premier lancement auprès de vous bien sûr de GoFlex, mais il y a un lancement officiel de la plateforme qui se fait le 6 février prochain à l'Energy Meeting, où on aura différents acteurs aussi en table ronde, et vous le verrez, il y a une présentation IFPEB, il y a A4MT qui est là pour présenter QFlex avec Elisabeth. Donc bref, on a un énorme créneau, ça va être passionnant, c'est plus de 50 minutes. C'est le 6 février de 15h30 à 17h30, mais on a 50 minutes dans ce créneau-là où on va parler des différentes flexibilités, où il y aura des acteurs de terrain d'un côté, des acteurs de marché de l'autre, en table ronde. Donc n'hésitez pas à vous inscrire aussi pour pouvoir assister à cet échange-là. Je ne sais pas si Elisabeth avait prévu d'en parler aujourd'hui, mais je me permets de vous annoncer l'info aussi. Energy Meeting. J'ai Christelle Mercier qui me dit, est-ce qu'on peut avoir le lien? Normalement, avec le QR code, vous accédez directement sur la page d'inscription à GoFlex. Tu l'as testé, Mathéo? Moi, je l'avais testé aussi, Lucie aussi, donc normalement, ça fonctionne. Benjamin, bonjour Benjamin, et les opérateurs d'effacement peuvent avoir accès au bâtiment dès maintenant. Alors, Benjamin, il faut que la phase sud accepte cette mise en relation pour que vous puissiez avoir accès à ces bâtiments spécifiques. Sinon, vous aurez la vision très macro du nombre de bâtiments, du gisement potentiel, bref, effectivement du gisement, on va dire, général. Mais la mise en relation, elle est à décider par les gestionnaires de parc, que ce soit propriétaire, PM, vous qui êtes autour de la table, pour dire je suis prêt à me connecter à des opérateurs d'effacement, à des acteurs, à des agrégateurs, etc. Donc c'est incessamment sous peu, hein, dès que la montée en charge est faite, en tout cas dès février, la face sud peut se connecter à la face nord. Voilà. Donc nous, on est en train de créer tous les accès. Benjamin, si tu ne l'as pas encore reçu, tu vas l'avoir incessamment sous peu. Et ça permettra aussi de voir tout ce dashboard. Merci. Bien. Merci beaucoup, Jean-Benoît. Merci à vous. Alors, on va passer maintenant au moment que vous attendez tous, les classements. Donc,
on va commencer par le podium mensuel classique. Avant de vous montrer les résultats, je voudrais préciser, il va y avoir les résultats annualisés, donc qui reprennent l'ensemble des économies depuis le début du concours et qui sont les résultats sur lesquels on se base pour le classement final. Et on vous présente... C'est surtout, Lucie, que c'est divisé par votre situation de référence sur l'ensemble du concours. Donc, vous êtes plusieurs à nous avoir fait remonter. C'est bizarre, d'après ma courbe, j'ai l'impression que je devrais plutôt avoir 20-30% d'économie et là, j'ai que 2-3%. C'est parce qu'on divise par l'ensemble des consommations sur 4 mois et demi, 5 mois. Donc, en effet, le pourcentage global est un peu plus faible. L'idée, c'est bien sûr, on le présentait au tout début, qu'il y ait une évolution. Si vous continuez à faire des efforts, chaque mois, ça va augmenter puisque le dénominateur reste le même, mais le numérateur augmente. Pardon, voilà. Et du coup, vous avez également de présenter le résultat pour le mois de décembre. Donc, en 5e position, on a Colas avec son bâtiment de Nancy, donc, qui est en résultat annualisé de 3% et 14% sur le mois de décembre. Ensuite, le Ciel-et-Loire avec 3,4% de résultats annualisés. RTE Marc-en-Barœul, 3,8%. Et Voltalis, son siège de la Tour Vista, 4,5 en annualisé, 12% sur décembre. Et en première position, Siemens avec son siège qui réalise 18% d'économie d'énergie sur le mois de décembre. Donc ça, c'était pour les bâtiments de moins de 10 000 m². Pour les bâtiments de entre 10 000 et 30 000 m², donc on a en 5e position le siège régional RTE de Nancy avec 1,9% de résultats annualisés, suivi du siège régional de Nantes cette fois, toujours chez RTE. En 3e position, Orange Grand Stade avec 4% de résultats annualisés. ICAD H2O, 9% en 2e position. Et en première position, ICAD également avec le bâtiment Cézanne qu'on vous a présenté précédemment. Pour les grands bâtiments de plus de 30 000 m², on a en 2e position SmartSide de EDF avec un résultat sur décembre de 11% d'économie d'énergie. Et High Five en première position, ICAD Foncière également. ICAD qui fait de très bons résultats. Pour le podium commerce, on a en 5e position le centre commercial Coquel de Carrefour. 4e position, Carrefour toujours avec le centre Bay 2 qui fait 24% d'économie sur le mois de décembre. Toujours Carrefour en 3e position avec Rennes-Cesson et 37% d'économie sur décembre également. Clépierre qui arrive en 2e position avec le centre commercial Créteil-Soleil. Et en première position, à nouveau Carrefour avec son centre commercial de Draguignan. Donc comme vous pouvez le voir, qui fait 15% d'économie sur l'annualisé et 25% sur le mois de décembre. Donc comme ça, vous avez un exemple de classement malgré que certains ont fait de meilleurs résultats sur décembre que d'autres. Maintenant, pour les journées EcoWatt rouges, pour la journée du 19 décembre, donc pour les bureaux 100% électriques, en 5e position, on a le siège régional RTE de Nantes qui fait 22%. Je voulais préciser, pardon, excuse-moi, sur les mentions EcoWatt, là, on vous présente que le classement de la journée du 19 décembre. Et au retour d'expérience de février, on fera le cumulé sur les différentes journées. Là, par contre, cette fois-ci, on fait un zoom sur la journée, uniquement la journée du 19 décembre. Donc, vos classements actuels, enfin, le classement que vous allez voir, c'est vraiment sur une journée. Voilà, il ne tient pas compte des résultats de la première journée du mois de novembre. Oui, exactement.
Donc, en 4e position, le siège régional RTE de Lyon qui gagne 3 places. En 3e position, Siemens qui entre en compétition et qui fait 45% d'économie d'énergie ce jour-là, sur les heures de pointe. Orano qui se maintient à la 2e place. Et en premier, on a Icade Foncière avec H2O qui fait également son entrée en compétition avec 54% d'économie d'énergie. Pour les bureaux mixtes et autres énergies, en 5e position, on a donc le Palatin qui perd 3 places par rapport à la journée du mois de novembre. On a ensuite le bâtiment Austerlitz 1 de la Caisse des dépôts qui se maintient à la 4e place. Le Ciel-Téloir qui fait une très belle progression de plus 6 places avec 43% d'économie sur les heures de pointe ce jour-là. Icade Foncière avec Cézanne qui perd 1 place. Et Voltalis avec son bâtiment, son siège social à la Tour Vista qui gagne 4 places et qui arrive en première position avec 52% d'économie d'énergie. Et pour les commerces, donc c'est le centre de Saint-Brieuc qui arrive en 5e position et qui gagne 5 places de Carrefour Property, suivi du centre commercial de Tourville-la-Rivière de Clépierre qui perd 3 places. Une place de gagné pour le centre commercial de Ponto-Combo qui fait 40% d'économie d'énergie. Plus 3 places pour le centre commercial de Rennes-Cesson en 2e position. Et en première position, c'est centre commercial Créteil-Soleil qui fait 64% d'économie d'énergie et qui gagne 1 place. Ça répond en partie à la question de Christelle qui demandait le REX. Donc, on va essayer d'avoir le REX de Clépierre, mais on est sur un bâtiment de commerce, du coup, pour ces 64%, pour cette journée spécifiquement. Et du coup, on voit que Carrefour et Clépierre se disputent le podium commerce. Ils sont les seuls sur le podium commerce, mais par contre, pour le coup, il y en a certains qui arrivent mieux à faire tous les jours, puis d'autres qui arrivent mieux à faire lors des journées EcoWatt. Donc, c'est intéressant de voir les différences de stratégie. Voilà. Et pour le podium enseignement et loisirs, on a en 2e position la ville de Limoges avec sa médiathèque qui fait 37% d'économie d'énergie. Et en première position, Polytechnique avec son bâtiment 103 qui fait 45% d'économie. Voilà pour les classements. Limoges, Lucie, pardon. Pardon ? Il manque un S à Limoges pour les prochaines. Et pour les bâtiments logistiques, on ne présente pas de classement cette fois-ci parce qu'il n'y avait pas encore assez de bâtiments participants. Ouais. On a une question de Céline. Est-ce que vous êtes sûr des résultats pour EcoWatt ? Je veux bien que vous précisiez la question, Céline. Bonjour, merci pour votre question. Ou bien dans un petit mail s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Mais... Alors là, c'est le EcoWatt du 19 décembre. C'est bien. C'est celui du 19, c'est pas celui du 17 janvier. 16 degrés dans le bâtiment. On en reparle du coup à Céline peut-être ou pour échanger plus précisément par rapport à vos questions. C'est-à-dire que je comprends que vous auriez imaginé être bien plus haut dans les classements vu que vous aviez plus de VRV. On peut peut-être on en reparle du coup, Céline. Faites-nous un mail, comme ça on peut échanger avec vous sur le sujet. Ok. Merci Lucie. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de regarder l'analyse globale. Ah, j'ai une main levée, pardon, à moins que c'est Antoine Vinck peut-être. Oui, bonjour à tous. Et je voulais juste savoir si on avait parlé à l'époque de faire une mention pour les agrégateurs. Et je voulais savoir si ça c'était suivi quelque part, s'il y a un classement, un truc, on l'avait évoqué. Oui, alors on a fait un appel Elisabeth, tu un en peu as parlé, ouais. Et donc je voulais savoir si là il y avait un classement ou quelque chose qui était suivi à ce niveau-là. Oui, on a fait un appel à candidature et j'ai un échange prévu avec les équipes d'Aveltis pour le Crisco pour voir en fait ce qui est fait aujourd'hui en termes de
Nous, on a des pris un chiffres agrégateur. avec les agrégateurs, etc. On a pris un agrégateur, nous on le fait pour essayer, pour voir, enfin dans ce cadre-là. Donc, Ok, j'ai eu un petit message d'Avelti en disant qu'ils n'étaient pas là aujourd'hui et qu'il fallait qu'on se prévoie un échange. Mais l'idée, en effet, oui, c'est de mettre en visibilité. Est-ce qu'un classement sur 2-3 bâtiments qu'on réussit à mettre des à faire des choses avec les agrégateurs, c'est pertinent, je ne sais pas, mais peut-être une mention spéciale, souligner le fait qu'il y ait cette démarche-là qui soit faite. Ce sera mis en valeur. Un classement, si vous n'êtes que 2, ça reste non, facile. c'est pas question, mais je ne sais pas si c'est suivi par ailleurs, s'il n'y a que nous qui. Si, on travaille sur le sujet, Antoine, et justement, ça fait lien aussi avec GoFlex et ce que vient de présenter Jean-Benoît. On veut en faire de la valorisation. Vous êtes plusieurs à nous avoir dit, bon, ça nous prend tant de jours hommes, donc il faut qu'à un moment, il y ait une approche valorisation financière qui soit mise en place, et on creuse en effet le sujet. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Et je vois qu'il y a un commentaire sur le sujet par Lionel. Ouais, le même jour du test, on a été sollicité par les agrégateurs en PP2 pour réduire la puissance électrique dans les jours. Le 19 décembre aussi. Oui, bien sûr. Ok. Le jour même. Très bien. On voit la progression par rapport à la saison 1 sur les bonnes journées EcoWatt, donc c'est parfait. On est aligné avec certains agrégateurs. Super. On peut en discuter, Lionel, du coup aussi, pour mettre ça en valeur par la suite. Et du coup, ce que je voulais vous partager, c'était aussi votre avancée collective. Donc, on a fait 2 analyses. Une analyse à l'échelle des 80 bâtiments pour lesquels on a une remontée de données. Donc, on fait un clin d'œil à ceux qui n'ont pas encore renseigné leur point de livraison et leur consentement. Il n'en reste plus beaucoup, mais quand même. On a voulu faire une analyse comme on avait fait la dernière fois. Donc, en effet, on constate encore qu'il n'y a pas de surconsommation sur la journée complète. On est sur 10% d'économie au global. Donc, ça reste une économie d'énergie sur la journée. Et puis, sur la moyenne des maximums, donc je ne vais pas faire l'ensemble des indicateurs parce que je le détaille sur la slide suivante, sur les bâtiments performants. Mais non, je veux bien que tu restes sur la slide, Lucie. Globalement, on a une petite baisse à l'échelle des 80 bâtiments. Je veux bien que tu tailles sur la slide des analyses des 80, s'il te plaît, Lucie. On a une petite baisse de la performance. On est 7 versus 7,7 sur les différents indicateurs. Ça s'explique parce que globalement, le pool de bâtiments performants est toujours autour de 45 bâtiments. Par contre, on a beaucoup de nouveaux bâtiments qui sont arrivés entre la journée 1 et la journée 2, qui ont rajouté leur point de livraison, qui ont rajouté leur consentement, et qui sont des bâtiments qui ont encore du mal à faire des performances lors des journées EcoWatt. Donc, ça nous baisse la performance globale de CubeFlex, enfin de l'ensemble des bâtiments dans CubeFlex. On voit toujours, vous voyez au niveau de la courbe, on voit toujours quand même une baisse globale de notre fameux bâtiment fictif composé de l'ensemble des consommations et des courbes de tous les bâtiments. On voit quand même une baisse autour de 10 heures, qui est 2,2 watts par mètre carré, qui était 3,2 en journée 1. En revanche, si on zoome sur les bâtiments performants, donc là, Lucie, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Là, tous les indicateurs performent par rapport à la journée précédente, que ce soit sur la moyenne des maximums de baisse de puissance, on passe de 7,9 à 8,2. Alors, ce n'est pas une grosse performance. Celle qui est vraiment notable, c'est celle sur la moyenne des maximums de baisse de puissance pour les bâtiments sans chauffage électrique. On pensait qu'on était un peu plafonné autour de 5 watts par mètre carré, et là, on arrive à 6,3 en journée 2. Et surtout, collectivement, toujours à 10 heures, donc comme quoi votre performance, elle est plutôt autour de 10 heures. On est passé de 4,3 watts par mètre carré à 5,3 watts par mètre carré. Avec, vous le voyez, la courbe, on a vraiment un écart qui se creuse au moment des journées EcoWatt, là, entre 7 et 11 heures, en écart entre la courbe prévisionnelle et la courbe réelle de l'ensemble de vos consommations. Donc, bravo à vous pour ça. Et du coup, on vous a réservé un petit graphique sur la slide suivante, un petit graphique des évolutions des performances des candidats. Et on a même pris celle de l'année dernière. Donc, ce premier graphique, c'est sur l'ensemble des bâtiments performants au global. Donc, en histogramme, vous voyez déjà le nombre de bâtiments qui performent. En saison 1, on était au début à 12-13 bâtiments. Puis, sur la deuxième journée, on était à un peu plus de 15. Puis là, on est… pardon, excusez-moi, j'ai mal lu, c'est l'axe à droite. On était autour de 25 et de 35 en journée 1 et en journée 2. Et là, en saison 2, on est autour de 45 bâtiments qui performent. Le pourcentage d'économie au global, il est passé de 10-12 à 20
sur cette deuxième saison, donc c'est quand même très intéressant. Et sur la tendance des maximums de baisse de puissance, on voit, je veux bien que tu passes, il y a quelques petites animations, Lucie, on voit qu'il y a une petite contribution des récidivistes en journée 2 en saison 1, c'est-à-dire qu'en saison 1, il y a un certain nombre de bâtiments qui ont vraiment réussi à réduire leur puissance lors des journées éco-watts, mais ces mêmes bâtiments sont là en saison 2 et on les compare par rapport à l'année dernière. Donc, cet effort supplémentaire de contribution, on ne le voit plus trop cette année, mais par contre, on voit quand même globalement une évolution. On était, comme je vous le disais, hein, on était autour de 4 watts par mètre carré, et puis on arrive plutôt à 5 watts par mètre carré lors de cette journée 2. Donc, on a une tendance à la hausse pour les baisses de puissance cumulées, et surtout si on regarde le graphe d'après. Donc, si tu passes juste la suite, donc on est... Ah pardon, oui, on a toujours ce foisonnement du gisement, hein, donc on est à une moyenne des maximums de baisse de puissance à 8 en journée 2, et avec le bâtiment fictif, on est à 5,3. Et puis le prochain graphe, on va aller regarder plutôt qu'est-ce qui est de l'ordre du chauffage électrique et qu'est-ce qui est de l'ordre qui n'est pas lié au chauffage électrique. Et donc, vous voyez la courbe grise, la grosse pointe, c'est les bâtiments avec chauffage électrique. Et on avait beaucoup de récidivistes l'année dernière en chauffage électrique, notamment des bâtiments de commerce, qui avaient fait des gros efforts sur cette journée du 24-25 février, qui avait fait monter l'indicateur à quasiment 20 watts, enfin à 18 watts par mètre carré. Et cette année, vu qu'on les compare toujours par rapport à la situation de référence de l'année dernière, cette grosse contribution, elle est moins présente. Donc, on a l'air d'avoir un indicateur qui commence à se fiabiliser autour de 10 watts par mètre carré pour les bâtiments avec chauffage électrique. Et pour les bâtiments sans chauffage électrique, pour l'instant, ou mixte et sans chauffage électrique, on voit une petite tendance qui évolue, donc on peut peut-être espérer que ça continue à augmenter. On est sur, donc c'est la courbe jaune. Hein. On a une tendance qui évolue, qui avoisine les 6 watts par mètre carré, alors que l'année dernière, on était plutôt autour de 3. Donc il y a une vraie évolution sur ça. Vous trouvez des solutions, même sans avoir le chauffage électrique. Vous trouvez des solutions pour aller augmenter cette puissance, cette réduction de puissance lors des journées éco-watts. Donc, c'est intéressant. On commence avec ces courbes-là et avec des journées tests à fiabiliser ce que vous êtes capable de faire en vous mobilisant lors des journées éco-watts. Et je vois qu'il y a une réponse. Il y a une question sur... Il y avait un classement immeuble récidiviste. Oui, il y a bien un classement immeuble récidiviste qui est un classement qui est arrivé en cours de concours, donc qui sera présenté en février. On fera 1 mois sur 2 pour les immeubles récidivistes pour fiabiliser les indicateurs. Il est arrivé en cours de concours. Voilà pour la présentation de votre performance. Bravo à tous. Et c'est intéressant de voir que vous arrivez à progresser de journée en journée, à vous tester des choses, notamment je pense aux expériences de CLT Loire qu'on vous présentera plutôt en février s'ils sont disponibles, qui ont testé des choses en journée 1, qui les ont modifiées en journée 2 et qui ont réussi à fiabiliser, voire à performer un peu plus en journée 2. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ces différents indicateurs, au bâtiment fictif, qui est un concept qu'on a voulu créer pour avoir cette côté vision RTE et un peu annuler les effets de chacun fait son maximum d'effacement à 10 heures, d'autres à 11 heures, d'autres à 9 heures, voir un peu quelle serait la vision réseau de ce qu'on est en train de faire avec Qflex. Je te relaisse la parole. Bien, alors j'ai quelques informations générales à vous donner. Je vais essayer d'aller rapidement parce que il y a 2-3 petits points assez importants. Tout d'abord, on va vous demander de redonner votre consentement pour la récupération automatique des données parce qu'on a besoin que vous autorisiez RTE à accéder à ces données. Alors pour cela, il faudra aller sur votre bâtiment, sur l'onglet compteur qui n'a pas l'air de vouloir rester en ligne. Mais il faudra cliquer sur cette fenêtre et ensuite, une fois que vous aurez accédé à votre consentement, tout en bas, vous aurez un paragraphe sur finalité RTE. Il faudra cliquer « Oui » pour partager mes données avec RTE et ensuite bien penser à valider à nouveau votre consentement. On vous demande également des informations concernant les IRVE.
Donc, toujours dans les bâtiments données générales, il faut que vous indiquiez le nombre de bornes de recharge IRVE que possède votre bâtiment. Autre endroit où on vous demande une information concernant ces IRVE, c'est sur le compteur. Tout en bas, on a ajouté cette ligne pour savoir si le compteur alimente ou non des bornes IRVE. Vous avez la possibilité de dire « je ne sais pas » si vous n'avez pas l'information. Et enfin, on a ajouté des nouvelles ressources sur la plateforme, une fiche sur les différents types de flexibilité et une sur les IRVE. Alors, surtout concernant la fiche IRVE, c'est une première version. Il y a une partie sur les modalités contractuelles sur laquelle on est encore en train de travailler. Mais si jamais vous avez des suggestions de points à développer, voilà, on est preneur de vos retours et de vos commentaires. Et pour ce qui est des prochaines étapes, donc la newsletter classique avec les classements EcoWatt est mensuel. Le prochain échange du mois de février qu'on souhaite faire en présentiel, lors duquel on présentera évidemment les classements, mais qu'on orientera vraiment autour de l'échange avec voilà, beaucoup de temps consacré et des règles candidats. Pour cette troisième échange candidat, on va faire le petit sondage habituel pour savoir quelle date convient au plus grand nombre. Donc, c'est en cours d'affichage. Voilà. Donc, dites-nous si vous préférez le mardi 27 février matin ou mercredi 28 février matin. Et en attendant... Si je rebondis sur les IRVE, oui. On va essayer d'y penser le plus possible quand on aura ces échanges candidats. On aimerait bien dégrossir un peu le mode de fonctionnement qui peuvent être faits entre un bâtiment de bureau notamment, mais même un bâtiment commerce, enfin des commerces avec les gestionnaires de bornes IRVE. Est-ce que c'est vous qui payez systématiquement la facture d'électricité en direct? Est-ce que c'est le gestionnaire? Vous payez un abonnement chez le gestionnaire, pardon. Est-ce que c'est vous qui décidez des heures de recharge? Ou est-ce que c'est, enfin, voilà un peu quelles sont les différentes modalités contractuelles et comment on pourrait faire de la flexibilité électrique plus facilement avec les gestionnaires de bornes IRVE ou avec les gestionnaires de bâtiments. Je sais qu'il y a différentes... Pardon, je voyais un commentaire si on ne peut sur aucune des dates. Je voyais un commentaire, excusez-moi. Donc voilà, un peu dégrossir ce sujet-là, de comment on peut faire un peu plus de flexibilité avec les IRVE, parce qu'on sent que ça va être un sujet à l'avenir. Et on voudrait du coup ensuite, en fonction de vos retours, compléter cette fiche IRVE pour ceux qui se lancent dans les bornes et qui voudraient réfléchir aux modalités facilitant la flexibilité électrique. Bien. On va également vous envoyer une enquête concernant la réalisation de travaux récemment sur vos bâtiments et la possibilité d'avoir un classement du coup propre à ces bâtiments. Et j'en profite aussi pour demander à ceux qui ne l'ont pas encore fait de remplir le sondage sur les actions mises en œuvre lors des journées EcoWatt. Nous, ça nous donne beaucoup d'informations et ça nous permet de mieux orienter nos actions et comment on vous accompagne et comprendre aussi ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc voilà pour les prochaines étapes. Vous avez bien le sondage en ligne? Oui. Ok, ça marche. Il y a déjà 26 réponses. Ok, super. Donc voilà pour les points un petit peu importants qu'on souhaitait aborder avant la fin de cette réunion. Donc comme d'habitude, on avance dans le concours, plus que 2 journées EcoWatt avant la fin. Donc encore quelques possibilités de tester de nouvelles actions. De gagner des places. De gagner des places. Voilà. Est-ce que vous avez des questions auxquelles on n'aurait pas déjà répondu?
Alors, bonjour, Monsieur Medaoui, le Palatin. Juste par rapport au classement récidiviste, du coup, vous nous avez dit que c'est 1 mois sur 2, c'est ça? Oui, en fait, on prend en compte toutes les journées EcoWatt, mais on communique sur le classement 1 mois sur 2. Donc, Ok. vous aurez les retours en février. Ok, parfait. Merci. Vu que ce choix-là, il est fait parce que c'est une nouvelle méthode. Donc, on essaye de se donner un peu le temps de calculer un peu cette nouvelle démarche de plafonnement de puissance. On a des comités techniques avec RTE aussi pour partager nos différents résultats et puis challenger un peu cette nouvelle méthode. Donc, on vous avait présenté un premier retour en décembre. On va là le challenger lors de notre comité technique et vous faire part des résultats en février. C'est noté, merci. C'est un peu comme les valeurs absolues du décret tertiaire. Si on s'aventure un peu trop vite, on risque d'avoir quelques retours. Et on a 30 réponses, du coup, tous ceux qui peuvent répondre au sondage. Mais je vois que globalement, on a un tout petit peu de préférence pour le mardi 27 février au matin. Donc, si vous voulez faire pencher la balance vers le mercredi, il faut vous manifester rapidement. Bien, eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous pour votre participation. On mettra, comme pour les fois précédentes, sur l'espace candidat, le replay ainsi que le support de la réunion. Et voilà, si jamais il y a d'autres questions, d'autres problèmes, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci, au au revoir. revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Lucie, il faut rester juste qu'on reste connecté le temps qu'il y ait les réponses Ouais. sur les sondages. On pourra peut-être ajouter, Lucie, une slide avant diffusion du support pour, tu peux couper l'enregistrement d'ailleurs, j'y pense, pour le lien vers Energy Meeting s'ils veulent s'inscrire. Ah oui, ça marche.